Vous n'êtes pas fou, vous êtes bien sur la première interview de la chaîne Codeur Senior. Cette interview s'est fait complètement par hasard lorsque je suis tombé sur une toute petite chaîne YouTube de 1000 abonnés qui s'appelait Eventually Coding. Sauf que cette petite chaîne, eh bien derrière, il y a le fondateur de Malte, qui est la plateforme de freelance la plus importante en Europe. J'ai donc été tout de suite très intéressé par le parcours de Hugo et après un bref échange en commentaire YouTube, eh bien nous avons convenu de réaliser l'interview que vous vous apprêtez à voir. Donc en description de cette vidéo YouTube, eh bien j'ai mis un lien vers la chaîne Eventually Coding et vous retrouverez également toutes les questions auxquelles Hugo a répondu en description également s'il n'y a que certaines parties qui vous intéressent puisque l'interview fait presque 1 heure. Je vous souhaite donc bon visionnage et si vous voulez d'autres interviews, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. À bientôt. Hello, bonjour à tous. Bienvenue sur la première interview donc, de la chaîne Codeur Senior. Et aujourd'hui, on va pas parler des 3 technos à prendre pour 2024. On va pas parler de savoir si les développeurs back-end sont plus payés que les développeurs front-end. On va parler entre codeurs seniors. Donc aujourd'hui, je suis avec Hugo, qui va sûrement se présenter bien mieux que je pourrais le faire. Et puis voilà. Donc Hugo, bonjour. Ouais, salut. Écoute, merci pour cette petite intro. Tu veux qu'on fasse comment? Tu veux que je me présente d'abord un petit peu? Ouais, je pense que on pourrait commencer par présenter un peu ton parcours pour les développeurs de la chaîne Codeur Senior qui te connaissent pas forcément. Euh, et on est principalement, enfin les gens qui suivent la chaîne sont principalement des alternants, des développeurs en reconversion, des développeurs juniors qui sont en recherche de seniorité sur le front-end. Voilà. Ok. Écoute, en termes de parcours, va falloir remonter un peu dans le temps. Je vais essayer quand même de rester concis. J'ai démarré il y a maintenant une vingtaine d'années. J'ai fait une école d'ingénieur et puis j'ai démarré dans le service. C'était 2002, donc période un petit peu compliquée parce que post-éclatement de la bulle d'Internet, parce que passage à l'euro qui venait de se terminer. Ça a l'air, ça fait hyper vieux comme ça de se dire qu'avant C'est vrai, on l'a on était, oublié. Mais... voilà. Ouais. Donc bref, plein de choses qui fait qu'en fait il y avait moins de demandes en informatique. Moi j'ai démarré dans le service parce que c'était globalement ce qui se faisait quand même pas mal à l'époque. Et puis au bout de quelques années, j'ai été chez un éditeur de logiciels. C'était le Saint Graal à l'époque, on parlait peut-être un peu moins de start-up, on parlait beaucoup d'éditeurs de logiciels. Ouais. J'y ai passé quelques années, j'ai appris que j'adorais faire du produit. Ensuite, il s'est passé plein de choses, mais je suis devenu freelance. Au bout de 1 an en freelance, je me suis dit c'est cool, mais en fait c'est bien après de bosser à plusieurs. Donc j'ai créé une première boîte qui s'appelle Lateral Thoughts, qui est une sorte de collectif de freelance. Et puis 1 an plus tard, je me suis dit bon c'est bien, mais en fait j'ai vraiment envie de faire du produit quand même. Ouais. J'ai créé Malte, qui est une plateforme en fait qui permet de mettre en relation des entreprises avec des freelances. Il y a quand même toujours un truc autour du freelancing. Hein. Ouais, il y a une trame de fond. Voilà. Et puis au bout de maintenant 10-12 ans, ça dépend comment on compte, j'ai décidé de sortir de Malte. Donc j'ai quitté récemment la boîte Malte et je suis revenu à mon compte. Je vais essayer de faire plein de petites choses. J'ai des projets en tant que ce qu'on appelle indie hacker. Donc définition de indie hacker, elle peut être vaste, mais globalement c'est un freelance qui fait des petits SaaS, on va dire. Voilà, D'accord. parcours. Ok. Ouais, donc pour ceux qui connaissent pas mal, c'est une des plateformes de freelancing, en tout cas en Europe, qui est la plus importante, je pense, ou une des plus importantes. C'est la plus importante en Europe, C'est la ça plus importante, ouais. ouais, ouais. Ok. Et donc toi, tu as fondé ça pour. Ouais, tout à fait. En 2012, on était 3 à ce moment-là, et j'étais loin d'imaginer que ça deviendrait ce que c'est aujourd'hui, ouais. Ok. Ouais, ouais, effectivement. Moi, j'ai un compte sur Malte. Je m'en étais créé un, donc. Ok, ok. Et sur si on commence plutôt sur ton parcours de codeur, comment t'as appris à coder, comment t'es rentré dans ce monde-là? Parce que j'imagine qu'en 2002, il y avait beaucoup moins de ressources qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les chaînes YouTube, les tutoriels. Comment t'as découvert le code et comment on apprenait à coder en 2002? Ouais, même avant 2002 parce qu'en fait le début de Ouais, l'école c'est 97.
Moi, je suis rentré post-bac. Donc, il y avait quelques écoles comme ça, enfin, ça existe encore, hein, où tu pouvais rentrer juste après le bac. Je voulais pas faire de prépa, je savais que j'étais pas câblé pour ça. Et l'intérêt de l'école dans laquelle je suis rentré, c'est qu'il y avait une formation où tu commençais dès les premières années comment dire, à avoir de la pratique. Donc, par exemple, moi, j'avais de l'informatique dès la première année. Donc, c'était pas une prépa intégrée avec que des maths, de la physique, etc. Il y avait du développement. Et, et comme tu dis, les ressources à l'époque, elles sont très, très, très limitées. T'as en gros les cours que te donnent les profs, et c'est à peu près tout. T'apprends à l'école, quoi. Ouais. Il y avait quand même 2-3 petites choses parce que, alors, en 97, moi, j'ai pas Internet à la maison, hein, et à l'école, je découvre Internet, et il y a quand même un truc qui s'appelle les newsgroups. Donc, les newsgroups, quasi tout le monde a oublié, mais c'est des sortes de... Vois ça comme un forum. C'est pas un forum, hein, mais vois ça comme un forum. Je sais pas si t'as connu, Okay. hein. Je pars du principe que non, mais... Je vois pas ce que c'est. Non, je connais pas. En gros, c'est un truc qui se récupère avec un certain type de logiciel, parce que c'est un protocole un peu particulier, mais tu vas récupérer tout un ensemble de messages, c'est pour ça que je dis que ça ressemble à un forum, et puis tu vas pouvoir échanger avec des gens. Et donc ces newsgroups-là, il y en a qui sont dédiés à la programmation, mais c'est quand même très très confidentiel, hein. On parle de quelque chose à une époque où il y a très très peu de gens dessus. C'est très universitaire, je pense. C'est peut-être une connerie, mais j'ai l'impression que c'est quand même très universitaire. Et je vais poser des questions quand même dessus, parce qu'à des moments je suis un peu bloqué. J'ai pas des... Mon prof, il doit être bien, mais moi j'arrive pas à comprendre tout ce qu'il me raconte. Et je vais tomber sur un gars. J'ai fait vraiment ce qu'il faut pas faire. J'ai balancé un truc qui était imbitable, qui était tout mon code sur le newsgroup. J'ai fait, je comprends pas, ça marche pas. Truc que tu fais jamais normalement, hein. Enfin, aujourd'hui, tu sais qu'il faut pas le faire, mais à l'époque, moi, je savais pas. Il y a plein de gens évidemment qui m'ont dit que c'est nul. Et puis il y a un gars qui est venu et qui m'a dit, écoute, a priori, je pense que t'as pas bien compris le système des pointeurs. Donc pointeur, c'est un truc particulier en C. Et il m'a expliqué le truc, et ça a fait le déclic. Je fais, putain, ok, j'ai compris là. Okay. Et à partir de là, en fait, j'ai quand même souvent été sur des ressources en ligne. 2000-2001, t'as Code Guru, je suis plus sûr du nom, mais c'est une sorte de gros forum qui existe, plutôt américain. La plupart des boîtes, c'est chiant parce qu'en fait, il y a des proxys d'entreprise qui fait que tu peux pas y aller, mais bon, j'arrive à me débrouiller pour y aller. Et c'est comme ça que je vais réussir quand même à avoir plein de ressources en ligne. Je pense que c'est un peu ce qui m'a motivé derrière à démarrer un blog aussi. Mon blog, je l'ai démarré vers peut-être... Enfin, au début, c'était plutôt de la rédaction sur développer.com. Et mon propre blog, j'ai démarré 2005, un truc comme ça. Ton blog, il est à ton nom, c'est hugolassiège.com, c'est ça? Non, mon blog, il s'appelle Eventually Coding. Ah oui. Voilà. Ok. Ah oui, donc c'est un blog que tu as commencé en 2005. Donc ça, il y a un moment. Ouais. T'avais déjà ce nom Eventually Coding, c'est pas le, non, le nom pour la chaîne. Alors, le nom a changé en 2012 pour Eventually Coding. Au tout début, j'avais recyclé un vieux blog qui était je faisais du fansub, donc c'est du sous-titrage amateur. À l'époque, il y avait très très peu de sous-titrage sur les dessins animés japonais. Et il y avait des équipes qui faisaient ça un peu en mode pirate, parce qu'il fallait récupérer les versions originales sur des serveurs japonais, des serveurs émules japonais. Enfin, c'était infernal. Et j'avais une équipe de fansub qui s'appelait Akanai. Et donc je l'ai gardé très longtemps. Et puis à un moment, j'ai fait, non, Akanai, c'est pas terrible comme pour faire un blog sur du code. Donc on va le changer. Et voilà, c'est devenu Eventually Coding. Ok, d'accord. Au top. Et tu disais là que tu voulais faire indie hacker. Donc on reviendra un peu sur le terme, qui consiste à créer un peu des micro-produits SaaS. Est-ce que tu as une stack sacrée sur laquelle tu démarres par défaut, ou pas? Ou à chaque fois tu challenges tout? Non, globalement, j'ai quand même une stack un peu privilégiée. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à faire du Nuxt avec du Java en back-end. Donc Nuxt pour toute la partie front. Je suis pas un développeur front à l'origine, je suis plutôt un développeur back. Mais maintenant, je me débrouille quand même sur la partie front.
Et voilà. Et moi, ce que j'aime bien, c'est une API en Kotlin et un front-end en Next. Ouais. Ok. Ouais. Pour ceux Plutôt, qui voient pas, Nuxt, c'est ce qui permet de faire du SSR, donc server-side rendering, en Vue.js, si je me trompe pas. ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Il y a tout un écosystème assez intéressant. Maintenant, tu peux déployer en Edge sur pas mal d'endroits, donc Cloudflare, Netlify, Vercel, etc. Hmm. Et donc, j'utilise ça. J'ai été tenté de faire que du Nuxt, c'est-à-dire parce que comme tu peux déployer en Edge, tu peux aussi avoir une partie serveur en fait sur le Edge. Ok. J'ai été tenté de faire ça. J'ai même commencé à utiliser Supabase récemment. Et puis à un moment, je me suis dit, ouais, je me sens un peu limité sur certains trucs que je sais quand même bien faire en back, notamment tout ce qui est un peu scheduling de job. Et donc là, je suis revenu sur ma stack un peu favorite, quoi. Ouais. Ouais, je pense qu'on a tous une stack un peu par défaut. Ok. Ben on pourrait passer sur la partie Malte et startup, je pense, qui intéresse pas mal de gens. Quand tu démarres Malte, donc c'est il y a quelques années maintenant, c'est en 2012. 2012. Ouais. Qu'est-ce qui te motive à ce moment-là? Parce que de ce que j'ai vu donc sur les vidéos de ta chaîne, tu étais déjà freelance à ce moment-là, tu gagnais plutôt bien ta vie. Et quand on connaît le taux de succès des startups en France, par exemple, il y a quand même une chance importante que ça ne démarre pas, quoi. Donc, qu'est-ce qui te pousse à y aller malgré tout? Bah, en fait, j'étais freelance, effectivement. Moi, j'avais déjà créé une première boîte qui était une sorte de Ouais, collectif de freelance. Et mon modèle un peu derrière tout ça, c'était la boîte qui a fait, enfin, Basecamp. Donc, c'est la boîte qui fait notamment le produit qui s'appelle, je ne me rappelle même plus d'ailleurs. Mais bref, c'est une boîte qui avait publié un bouquin qui s'appelait Rework, notamment, donc sur une autre façon de travailler. C'est un éditeur de logiciel. Et j'aimais beaucoup l'approche qu'ils avaient. Il y avait Atlassian aussi à l'époque, qui était beaucoup plus petit. C'est pas le Atlassian d'aujourd'hui, hein. On parle du Atlassian de 2012, et Atlassian en 2012, c'est pas une grosse boîte. Enfin même, d'accord. on parle même de 2009-2010. Et moi, en fait, j'ai envie d'avoir ça en France. J'ai envie de créer une boîte comme ça, parce que j'adore faire du produit. Euh, freelance, c'est top, mais au bout d'un moment, j'ai eu la sensation de faire un peu toujours la même chose. J'ai eu la sensation de toujours faire un peu le pompier dans les boîtes. C'est-à-dire finalement Ouais. de résoudre un problème quelque part, de partir, de trouver le même problème ailleurs, de le Ouais. re-résoudre. Et Ah, puis, c'est pas mal, l'analogie du pompier, ouais, ouais. ça me parle. Ok. Et au bout d'un moment, c'est frustrant parce que tu te dis, ah bah je suis reparti pour un tour. Je suis reparti pour expliquer ce que c'est que, je sais pas, une usine logicielle par exemple. Je suis reparti pour machin, etc. Et le pire, c'est qu'en plus, ce que tu as fait, tu te rends compte 3 ans plus tard que potentiellement, Hmm. c'est plus là parce que l'équipe a entièrement changé, parce que ceci, parce que cela. Alors qu'en fait, moi, à la fin, ce que j'aime bien, c'est produire quelque chose, un soft qui sert à quelque chose, tu vois. Et donc, j'ai pas envie de faire juste ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, on va créer ce truc. Et c'était ça l'objectif de LT, c'était de créer des produits. Sauf que ça s'est pas passé comme ça, parce que quand tu as des gens qui gagnent en freelance plutôt bien leur vie, bah, la plupart du temps, ils ont pas tellement envie de faire du produit où tu vas pas gagner bien ta vie. Ouais. Euh, et c'est pour ça que j'ai pas réussi à. Enfin, tout le monde n'était pas motivé de la même façon pour faire du produit dans la boîte. Et puis finalement, j'ai rencontré Vincent. Vincent Huguet, c'est une personne qui, lui, avait déjà créé des boîtes. Plutôt, c'est pas un tech, c'est quelqu'un plutôt orienté business. Et il est Ok. venu avec l'idée de Malte. Et, et puis là, on s'est dit, ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et en termes de motivation, moi, j'en avais. Au début, c'était, je vais faire du produit, mais honnêtement, je pensais pas que ça donnerait ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Quand ça a commencé à devenir un peu plus sérieux, je me suis donné 2 motivations. La première, c'était de bousculer un peu le monde des ESN. Hmm. Parce que le freelancing, il dépend beaucoup. Il dépendait à l'époque, c'est plus vrai aujourd'hui. Il dépendait un petit peu du milieu des ESN et qu'il y avait, on va dire, beaucoup de mauvaises pratiques. Et ça, je comptais bien résoudre ça. Et puis, le D'accord. deuxième truc, c'est que je voulais créer une boîte dans laquelle
la place de la tech était importante. Ça, c'était un point important pour moi parce que je sentais qu'il y avait quand même un problème en France. Je pense que sur les 10 dernières années, il a vachement évolué ce problème. Il est moins vrai qu'avant. Mais en 2012, la place de la tech, elle n'est pas hyper importante. C'est encore vu comme un centre de coût plus que comme le moteur de la croissance dans une boîte. Et ça, Ok. j'avais envie de créer une boîte où ce soit pas vrai. J'avais envie de créer une boîte où les techs ils soient à la manette, on va dire, qui puissent piloter le produit, qui puissent, tu vois, avoir un impact fort, une influence forte sur comment on crée le produit. Ouais. Et voilà. Quand tu dis la place de la tech, c'est la place des développeurs, plus généralement, ou c'est La tech que au sens large, ouais, que c'est-à-dire, l'équipe produit pilote un peu plus un peu ouais, la prise de décision, quoi, qu'elle a un point un peu plus forte. c'est-à-dire que c'est de faire en sorte que c'est un état d'esprit qui peut, quand je dis la place de la tech, ça peut être, tu vois, tu peux avoir un directeur financier ou un directeur commercial qui sont inclus dedans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, je fais la différence entre, je sais pas moi, un Uber et un taxi G7. Les deux ont une application web pour récupérer, enfin pour trouver des taxis. Pourtant, je dirais qu'il y en a un qui a considéré que la tech était le moteur de sa croissance, et l'autre qui l'a vu comme un vecteur additionnel par rapport à son produit de base. Ouais, comme un centre de coût en fait, Voilà. dans un coin qui. Ok. Et ça, globalement, tu vas le retrouver dans pas mal de boîtes. Tu peux trouver systématiquement Airbnb versus Accor, par exemple, tu vois, la chaîne d'hôtels. Les deux ont une application web, hein. Mais Ouais, c'est vrai. Ils ont un peu la même proposition de valeur, le même produit, mais ouais, ils abordent la chose de façon différente et ils mettent la tech au centre de la façon, en fait, de faire de la croissance. Et c'est ça que j'avais envie de trouver en France. Je suis très influencé évidemment par la façon dont les startups se montent aux États-Unis et les boîtes tech se montent aux États-Unis. Et je trouve que dans les 10 dernières années, l'écosystème tech français, il a pas mal évolué. Ça me plaît. J'ai envie de continuer à voir cet écosystème français grandir. Enfin, quand je dis français, français européen. Et voilà, c'était un de mes objectifs en tout cas. ok. Ouais, top. Bah, effectivement, c'est un angle intéressant, ouais. Euh, ok. Et j'avais vu aussi qu'au démarrage de Malte, il y avait donc vous étiez trois. Donc il y avait un des cofondateurs là que tu as présenté qui était plus orienté business. Il y en avait aussi un autre qui était CTO également, si je me trompe pas. Oui, Et donc j'en ai conclu que vous étiez deux CTO au démarrage de Malte. Et je voulais savoir exactement. comment ça s'est passé au début et quand la croissance elle commence un peu à partir. Comment vous vous êtes répartis Bah, très, ce job à deux. très bien parce que déjà je connaissais déjà Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, en fait, c'était quelqu'un avec qui j'avais créé la première boîte euh, quand j'étais freelance. C'était d'ailleurs, en fait, j'ai rejoint un groupe de freelance qui s'appelle les Indeps sur Paris. Et il y avait Jean-Baptiste à l'intérieur. Jean-Baptiste, il avait plein d'idées. Il m'a fait lire des bouquins assez intéressants justement sur la place de la tech notamment, mais en fait la place de l'innovation plutôt dans l'entreprise. Un bouquin que je recommande qui s'appelle The Future of Management. C'est un bouquin de Gary Hamel. Ok, Euh, je vais le et noter. bref, on a créé Lateral Thoughts ensemble. Il se trouve que quand on a créé Malte, JB, il était aussi intéressé, on s'est mis à deux. Et il faut pas voir ça comme il y avait deux CTO, parce qu'en fait, une boîte de trois, enfin, CTO, ça veut rien dire. Donc, en fait, il y avait deux développeurs, quoi. Ouais, il y a deux devs, Euh, ouais. donc, ça s'est super bien passé. Après, on avait un état d'esprit un petit peu complémentaire, parce que lui, il est plus explorateur. Euh, Moi, j'avais un côté peut-être un petit peu plus builder. Bon, attention, c'est nuancé, hein. Bien sûr que lui aussi, il est builder. Et puis, au bout d'un moment, ça s'est équilibré. Et puis, à un moment, il a décidé, lui, qu'il il a envie d'aller explorer d'autres trucs. Il est reparti en 2018. Mais voilà, en tout cas, super collaboration. Ouais. C'est très bien passé. Ok, au top. Ouais, ça aide aussi sûrement de s'être connu avant, d'avoir une première expérience entrepreneuriale à deux. Mm. Je pense que ouais, ça peut clairement aider. Ok. Et après enfin moi j'ai une question sur le début d'une startup comme ça. J'imagine que,
enfin, on voit de nous de l'autre côté en se disant, waouh, la startup, ça a super bien marché, Malte, c'est connu au niveau européen. Mais quand ça démarre au tout début, généralement, c'est peu de monde plus ou moins dans un garage. Mais ce que je veux Ouais. dire, c'est combien de temps il se passe entre le moment où on tape la première ligne de code, ça y est, on va créer une startup, et puis le moment où la boîte génère 1 euro. C'est-à-dire, il y a un client qui paye 1 euro. Euh, pour donner un Mm. peu une vision aussi aux gens de la patience qu'il peut y avoir derrière, plutôt Ouais. que juste de Bah, voir le succès à l'arrivée, quoi. première ligne de code, je pense que c'est, je crois que c'est juillet ou août 2012. On sort une version bêta, je pense en décembre ou en janvier 2013. Ok, Euh, et les premiers clients qui payent, ça doit être vers mars, un truc comme ça, mars 2013. Donc tu vois, ok. ça fait pas un an, mais ça fait quand même une belle durée. Euh, je pense, alors, en ce moment, justement, j'ai la casquette un peu indie hacker, donc c'est un peu différent. J'essaie de raccourcir un peu ces temps-là en faisant du micro SaaS. La particularité de Malte, c'est que c'est une marketplace. Une marketplace, ça fonctionne quand même avec une idée de volume. C'est-à-dire que si t'as pas suffisamment de personnes inscrites sur la plateforme, il y a personne qui est intéressé il y a aucune entreprise qui va venir aller chercher des freelances si tu as 50 personnes sur la plateforme. Donc, sur une marketplace, tu as un temps d'allumage qui est assez long, qui consiste en gros à créer toute la communauté de freelance en fait. Je pense que tu irais pas sur Amazon si tu avais 2 vendeurs, tu vois. Donc ce côté marketplace, il est plus lent, je dirais, à démarrer qu'un SaaS classique. Mais ouais, dans tous les cas, il faut de la patience. Ouais. Ouais, parce que finalement, enfin, les marketplaces sont plus durs au sens où tu as deux clients, quoi. Tu dois faire venir l'audience, puis les personnes à qui tu vends. Donc, ouais, c'est un peu particulier dans ce sens-là. C'est plus long à démarrer. Par contre, une Ouais, fois il que c'est en faudra. place, tu as un effet de réseau qui te permet peut-être d'aller plus loin qu'un SaaS, peut-être, Euh, si la machine est je sais pas. lancée. Ouais, c'est pas forcément. C'est pas comme ça que si tu le comparerais, je pense, parce que bon, tu vois, par exemple, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas la même chose, mais si tu prends un LinkedIn, est-ce que tu vraiment tu irais comparer ça avec, je sais pas moi, un HubSpot? Ce sont deux sujets complètement différents. Il n'y a pas y a pas un cap que tu pourras pas passer avec l'un, que tu pourras pas passer avec l'autre, tu vois. Mais Oui, mais oui, la marketplace a le côté un peu amusant, c'est que ça ressemble presque à ce qu'on appelle du B2C. Alors je vais simplifier. En gros, c'est B2C, B2B. Si les personnes qui écoutent ta chaîne sont pas très familiers, il y en a un, c'est je m'adresse plutôt à des consommateurs finaux, c'est-à-dire en gros des particuliers, et B2B, c'est plutôt des entreprises. Euh, Quand tu t'adresses à des particuliers, donc ça peut être les choses que les gens connaissent le plus, c'est les réseaux sociaux, des choses comme ça, c'est vachement plus dur parce qu'il faut faire un volume incroyable et que en fait ça te coûte très cher. Parce que comme il y a plein de ok. gens, tu as une infrastructure qui te coûte hyper cher avant de générer 1 euro, quoi. C'est pour ça que tu as plein de boîtes d'ailleurs aujourd'hui qui sont majoritairement US, parce qu'aux US, pendant des années, ils ont financé des boîtes qui faisaient pas de rond. Je veux dire, si tu prends un Twitter, il fait toujours pas de rond, quoi, il est toujours pas rentable. Euh, Ouais. Mais c'est bon, pour alors, construire l'infra, pour servir potentiellement, ouais, beaucoup plus de monde que si tu fais du B2B. ouais. Alors qu'en B2B, tu peux avoir un client qui te paye ça déjà 100 000 balles, tu vois. Sur certains types de B2B, hein, je pense à du Salesforce par exemple. Un client, il peut te payer 100 000 balles sur une année. Donc, t'as pas besoin de 50 clients, tu vois. Ouais. Donc, Tu peux trouver quelques c'est, clients. voilà, c'est une approche assez différente. Euh, donc, Malte, le côté marketplace, il est assez marrant parce que tu touches assez vite plein de gens qui sont presque des particuliers. Un freelance, c'est pas un particulier, mais c'est presque un particulier. Ça a un impact très rapide aussi sur, parce qu'en fait, les gens, ils te connaissent via les réseaux sociaux, plein de choses. Donc, ce que tu fais, tu vois tout de suite le résultat sur des gens qui viennent t'en parler. Et ça, c'est sympa. C'est Mm. dur, ça coûte cher, c'est exigeant à plus d'un titre, mais par contre, voir des gens tout de suite qui te disent ah, moi j'ai réussi à trouver ma mission comme ça, machin, etc. Ça, c'est quand même cool, quoi. Ouais, c'est la vraie récompense, entre guillemets. Ouais. C'est de voir l'impact comme ça que ça peut avoir. Ok.
Et après, moi j'avais peut-être une dernière question sur la partie Malte, quelle est la journée type d'un CTO dans une boîte comme ça en hyper croissance? Parce que, enfin, pour ceux qui voient pas, c'est pas une croissance linéaire où la semaine prochaine on va avoir 2 fois plus de travail. La semaine prochaine on va avoir potentiellement beaucoup plus de travail d'une semaine à l'autre. Comment tu organisais tes journées? Est-ce que c'était le chaos tous les jours? À quoi ressemblait ta journée type quand c'était en hyper croissance? Il y a un vrai côté chaotique, effectivement, dans une scale-up. Toutes les startups n'ont pas ce genre de croissance. Euh, Quand je dis ce genre de croissance, c'est que tu peux doubler de taille chaque année. C'est ce qu'on a fait, hein. On a doublé de taille chaque année jusqu'en 2020. Bon, 2020, il y a eu des petits sujets. Mais ça fait que constamment, tu dois réinventer ton métier. Donc, le côté chaotique, il est... moi, ça me va, mais ouais, c'est compliqué parce qu'en fait, il faut que tu réinventes ta fonction. Et au début, c'est toi et quelques personnes qui sont câblées à peu près de la même façon et qui savent qu'il faut qu'ils réinventent leur fonction constamment. Et puis plus la boîte grandit, quand les gens ils arrivent dans une boîte qui fait déjà 100 personnes, ils se disent bah non, mais des boîtes de 100 personnes, j'en ai déjà vu avant, je sais ce que c'est, il n'y a pas de problème. Puis l'année suivante, ils sont 200 et beaucoup en fait ont du mal à faire ce gap. Et l'année suivante, on est 400, tu vois. Enfin, aujourd'hui, on est 700. Euh, c'est toi, en tant que CTO de la boîte, tu dois accompagner aussi toutes ces personnes-là à grandir et faire muter une organisation de façon à ce qu'elle arrive à toujours fonctionner avec le nombre de personnes. Donc c'est assez compliqué. Mais la journée type, euh, dans les premiers temps, ça reste du dev. C'est-à-dire que la journée type de 0 à 50, t'es quand même majoritairement développeur. Ok. Tu te poses plein de questions sur la stratégie de la boîte, à qui tu vends, comment tu vends, combien tu vends, quels sont les problèmes qu'il faut que tu résolves pour les gens. C'est une discussion qui est très très orientée produit et stratégie d'expansion, donc c'est hyper sympa. Et puis au fur et à mesure, il y a des gens qui arrivent, donc tu commences à parler de recrutement aussi. Ta journée type commence à être beaucoup autour de bon, maintenant faut recruter. Faut que je redéfinisse constamment les contours de l'organisation. Et puis, il faut que je prenne tous les rôles qui manquent. C'est-à-dire que il faut que j'apprenne tout ce que je sais pas faire et on n'a pas embauché des gens. Donc, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être, par exemple, aller chercher des locaux, tu vois. Sur Lyon, j'ai cherché plein de fois des locaux parce que j'avais pas de, enfin, voilà, il y avait personne pour le faire. Donc, tu fais tes visites, etc. Tu regardes comment on fait, ce qu'on fait des bails, les premiers. Les premiers contrats de travail aussi. Alors, on connaissait quand même des gens pour ça, mais tu vois, tu commences à regarder comment ça marche. Tu fais tout ça. Et voilà. Donc, tu apprends plein de métiers, en fait. Ouais, tu fais un peu de tout, puis tu te rends compte que sur telle ou telle partie, il faudrait peut-être quelqu'un d'autre que. C'est Ouais. effectivement écrire un contrat de travail ou quoi, j'imagine que administrativement, ça doit être un peu compliqué. Ouais. Je pense pas que c'est un template Google Doc qu'on envoie comme ça. Donc, Non, non, ça, on s'est fait accompagner très vite, par contre. Mais il y a... Moi, sur le SEO, par exemple, tu vois, j'ai fait pas mal de choses avant qu'on ait vraiment des gens associés à ça. Des choses qui pourraient aujourd'hui être proches de ce qu'on appelle le marketing, bah, tu les fais au début. Euh, Et on dit souvent, tu sais, qu'on passe son temps à se virer soi-même. C'est-à-dire qu'en gros, on fait un boulot, on le fait jusqu'à ce que ça montre un peu ouais. ses limites. On cherche quelqu'un, on se vire soi-même. Faut avoir quelqu'un à la Et on place. passe au problème d'après. Voilà. Euh, Ce qui peut avoir un côté un peu inconfortable parfois, parce que tu peux t'attacher quand même à une certaine fonction. Il y a des trucs qui sont sympas à faire, et puis il faut les filer à la fin. Euh, et puis à l'inverse, des fois, tu te retrouves avec des trucs qui sont pas sympas à faire. Et tant qu'il y a personne, bah, faut se les T'es coltiner, obligé de quoi. continuer à les faire. Ouais. Donc, Et est-ce ouais. que c'est que le chaos tout le temps, ou est-ce que tu avais une espèce de, comment dire, un framework un peu pour raisonner, t'y retrouver? Je sais que dans une vidéo tu parlais du pain in the ass development. Ouais, Ça va Penizia Driven parler. Development. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu fais que le plus gros problème, puis le plus gros problème, puis le plus gros problème, et t'avances comme ça. Ouais, globalement, ouais. Ouais, Euh, ok. si je reviens
sur des problématiques plus de dev, tu essayes pas d'anticiper trop. Enfin, il faut anticiper un peu, mais pas trop, parce qu'en fait, si tu anticipes les trucs, tu vois, genre, ah, mais j'ai vu un article je sais pas, de Google qui dit que sur la non, bah Il faut non, faire ça. ça sert à rien, c'est beaucoup trop. Dès que tu commences à avoir trop d'anticipation, ça fonctionne pas. Donc c'est pour ça que j'ai parlé du pain in the ass driven development. C'est tu traites un problème que quand vraiment il arrive. Et même, c'est un truc que je disais toujours aux gens qui rejoignaient Malte, tu vois, au moment des recrutements, je leur disais, la solution que vous allez prendre maintenant, elle sera plus bonne dans 6 mois. Et c'était vrai. Hein. Le trafic, il doublait tous les 6 mois. Donc la solution que vous voulez prendre maintenant, bah, en fait, il faut la prendre maintenant, peu importe qu'elle soit pas bonne dans 6 mois. C'est pas grave. De toute façon, on va la On a besoin de quelque chose tout de suite. Par contre, si vous prenez 6 mois pour la faire, la solution, ça marche pas. Donc, rapidité, ça c'est important. Et être capable de se remettre en cause, être capable de remettre en cause ce qui a été fait par les autres aussi. C'est pas une... Ça a l'air con hein, comme ça, mais c'est pas une qualité si répandue que ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont du mal à accepter que leur boulot, dans 6 mois, il est plus bon. Ça, d'une part. Et ils ont du mal aussi à leur formuler aux autres. C'est très difficile de faire des... D'accord. Donner un feedback sur sur l'avenir de ce que va devenir ton travail XYZ. Pas sur ce qu'il va devenir, mais sur ce qu'il est. C'est à un moment, je sais pas moi, voilà, la solution que tu as designée il y a 6 mois, là, elle montre ses limites, regarde un peu tous les problèmes qu'on a, etc. Il y a plein de gens, des fois, qui peuvent le prendre difficilement, parce que ils se sont impliqués dedans, ils ont mis un peu, tu vois, leur âme. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. C'est pas très agréable à entendre. Ouais. Et ça, c'est une qualité que je recherchais beaucoup chez les gens que je recrutais, des gens capables de se remettre en cause, ouais. Ok. Puis aussi de donner du feedback. Et de donner du feedback. Ou pas. Ouais, c'est compliqué de donner du feedback. Effectivement, tu peux froisser quelqu'un en lui faisant un retour un peu mal placé. Exactement. Ça peut le froisser. Ouais. C'est une compétence hyper importante. Savoir dire qu'un truc va ou va pas. Ah, il faut aussi savoir dire les choses qui vont. Parce que par contre, des fois, il y a des gens, ils savent dire que les choses qui vont pas. Et ça, c'est pas bon non plus. Problème. Ouais. Mais donc, il faut savoir célébrer les trucs qui marchent. Mais ouais, il faut savoir aussi... Parce qu'en fait, ça rend service à personne à la fin. Si tu sais pas correctement donner un feedback négatif. Voilà, donc capacité d'adaptation et capacité de donner des feedbacks, très importante en startup, je trouve. Ok. Eh ben, ça marche. Ce que je te propose, c'est de passer sur la partie un peu question croustillante, buzzword. J'ai appelé ça comme ça. Le sujet un peu du moment, c'est les IA là, qui écrivent du code à la place des développeurs. Donc je prends ChatGPT, Copilot, etc. Est-ce que dans ta vision, les développeurs vont être remplacés par des IA dans quelques années? Parce qu'une des questions que j'ai souvent, c'est est-ce que ça vaut encore le coup d'apprendre à coder vu qu'il y a des IA qui peuvent écrire du code? Donc t'as un avis là-dessus? Ouais. Bah, clairement, l'usage de l'IA va changer la façon dont on développe. Ça, j'en suis sûr. Mais des révolutions, c'est pas la première. Faut quand même se rappeler que dans les années 70, les personnes, elles avaient des supercalculateurs, elles développaient sur carte perforée, donc elles développaient sur papier, et puis au bout d'un moment, elles allaient dans une salle pour aller créer leur carte perforée, qu'elles mettaient dans une machine, etc., etc. Après ça, il y a eu des gens qui ont bossé sur, en assembleur, avec des éditeurs de texte bien pourris, qui étaient limités à 80 caractères de large, etc., etc. Et puis sont arrivés les IDE, sont arrivés les debuggers, sont arrivés des tas d'autres langages avec un niveau d'abstraction différent. En fait, ça n'a pas diminué le nombre de développeurs. On a augmenté la productivité, mais ça n'a pas diminué le nombre de développeurs. Parce que, en fait, ça a créé des opportunités. Par contre, c'est sûr qu'un développeur des années 70, tu le fais, et tu vois, genre, il sera en hibernation, il arrive aujourd'hui, et il arrive sur la stack d'aujourd'hui, il sait pas bosser. Il sait pas comment faire. Je pense que c'est tout aussi bête de se dire que les IA vont remplacer les gens que de se dire il n'y aura pas d'impact sur les gens, parce que j'entends les deux discours.
ouais, mais c'est n'importe quoi, les Ok. IA, en fait, c'est bête, ça fera rien, machin, etc. Je pense que les deux discours sont pas bons. Hmm. C'est un nouvel outil qui arrive et qui va clairement changer la façon dont on développe. Je sais pas ce qui va se passer, honnêtement, je sais pas à quel point ça va changer la façon dans les 5 prochaines années, mais ça va le changer, ça c'est certain. Hmm. On est dans une phase, tu sais, on appelle ça les processus de destruction créative. C'est les fameux cycles de destruction créative où en gros, tu as une innovation qui arrive, elle est en rupture avec ce qui se faisait avant, Ouais. ça brise tout un ensemble tout un écosystème, mais ça crée quelque chose à côté. Toute la question, c'est est-ce que ça va le faire? Enfin, quelle est la vitesse à laquelle ça le fait? Parce que si ça crée moins d'emplois à court terme que ça en détruit, en fait, tu es dans une phase un peu difficile. Hmm. Si par contre, tu es dans une phase où tu crées autant d'opportunités que t'en détruis, bah en fait, toute la question, c'est comment tu arrives à, toi, quand tu es dans la phase en elle-même, quand tu es développeur et Ouais. que tu es personnellement concerné, je dis développeur, mais en vrai, c'est plein de fonctions. Hein. Tu regardes graphiste, motion Je design, pense pas etc. que les développeurs soient comment dire, soient les plus impactés, hein. Je pense tout ce qui est la rédaction de texte, le SEO, le copywriting, où c'est vraiment une production textuelle. J'ai l'impression que pour eux, ça Moi, fait encore plus de changements, mais je sais pas. tu sais, je considère que les développeurs ont fait de la production textuelle, donc D'accord. j'ai tendance à nous ranger pareil dans la même catégorie, des métiers un peu impactés très fort. Maintenant, il y a aussi plein d'opportunités. Moi, j'aurais quand même tendance à toujours parier sur le fait d'apprendre le dev, parce que dans tous les cas, je pense que ça restera des outils et il faudra des gens pour savoir les utiliser. Hmm. Ce que j'apprends en tant que dev, c'est pas uniquement à coder, c'est aussi à identifier des problèmes à résoudre et avoir des approches en fait de résolution. Peut-être qu'à la fin, je vais surtout, enfin, utiliser tout un ensemble d'outils d'IA qui vont me permettre de le faire. Et je me sens aujourd'hui beaucoup plus autonome qu'il y a 10 ans pour démarrer un produit de zéro, en étant seul. Hmm. Euh, donc, voilà, moi, j'aurais tendance toujours à parier aujourd'hui sur le fait que c'est bien d'apprendre, c'est bien d'être dans l'univers de la tech pour pas être démuni face aux évolutions qui arrivent. Et pas Hmm. être juste consommateur. Je pense que ça, par contre, c'est dangereux, d'être uniquement consommateur. Ouais, Bon, à voir. on verra. C'est Difficile d'être difficile devin, je pense. Hein. de jouer à Nostradamus, c'est pas facile. Ouais, ouais. Puis c'est risqué de se projeter comme ça à quelques années parce que tout ce qu'on dit maintenant, on pourra avoir tort très rapidement. Ouais, J'avais vu c'est un certain. article là-dessus. C'est plus simple de jouer à Nostradamus dans 300 ans parce que on sera plus là. Donc on peut dire que dans 300 ans, peut-être les IA feront tout. Mm. C'est moins risqué de dire ça. Ok. Eh ben écoute, moi j'avais un peu des croyances fortes sur le monde de la tech que je voulais voir avec toi. Mhm. Je vais peut-être en faire qu'une parce que je vois qu'on a dépassé le temps qu'on avait prévu, qu'on a déjà dépassé. Euh, Moi, j'ai une croyance forte que les développeurs devaient, enfin, dans ma vision des choses, une fois qu'ils ont passé beaucoup de temps à faire développeur, souvent ils quittent tout ce qu'ils ont appris, leurs compétences techniques, pour faire de la chefferie de projet ou devenir manager, etc. Qui est pour moi un ensemble de compétences qui est complètement différent. De passer de, je sais pas, de Java, créer des API REST à gérer des plannings, Excel, Jira, etc. Et je trouve ça dommage. Et un des objectifs que j'ai avec la chaîne, c'est de donner envie aux gens de rester dans le parcours tech. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, en France en tout cas, est pas forcément prévu. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire l'évolution naturelle, c'est de manager le plus de gens possible idéalement, un peu dans une trajectoire de carrière comme ça. Et je sais que dans une de tes vidéos, tu avais un schéma que je n'ai pas très bien compris entre contributeur individuel et le chemin plus traditionnel d'aller manager ou faire de la chefferie de projet. Et je voulais voir quel est ce parcours de individuel contributeur. Ouais. C'est effectivement. Euh, moi, je parle beaucoup de ces sujets. Alors, c'est marrant parce que
tu me disais, toi, tu t'adresses beaucoup aux personnes, tu disais plutôt junior, hein, c'est ça que tu disais au début. Et moi, je me suis beaucoup adressé sur mon blog aux personnes qui sont des contributeurs individuels et qui ont justement pas envie d'aller vers du management. Et donc, j'explore toute la piste en fait de. Alors, excuse-moi, je vais rétablir à tout. Tu parlais du schéma. En fait, Oui. j'ai essayé de mettre en place quelque chose chez Malte que j'ai beaucoup vu chez les Américains, qui est ce qu'on appelle la double échelle. La double échelle, c'est globalement le fait que tu puisses progresser dans ta carrière autant en tant que contributeur individuel que en tant que manager. Qu'il y ait une corrélation complète, c'est-à-dire que tu puisses être autant, peu importe comment ça s'appelle dans une certaine boîte, dans une boîte ça s'appellera staff engineer, et dans l'autre et en face ce sera, je sais pas, un senior engineer manager, qui est toujours une équivalence en fait entre les deux postes. Donc qui te permettent d'avoir une évolution salariale et aussi une reconnaissance par rapport à ce que tu fais et l'impact que tu crées. Ça, c'est quelque chose qui existe dans les boîtes US et qui existe aujourd'hui de plus en plus dans les boîtes françaises. Dans les 10 dernières années, il y a franchement eu un énorme essor de cette compréhension que la tech était importante et donc qu'il fallait valoriser aussi les parcours de contributeurs individuels. Ça, c'est un sujet que j'essaie de beaucoup traiter, mais par contre, ça veut dire aussi qu'il faut comprendre un truc, c'est que le contributeur individuel, c'est pas juste un dev. Et c'est ça qui, à mon sens, est pas si simple que ça à comprendre. Il y a l'expertise technique, d'une part, qui est je maîtrise mes outils, mes frameworks, mes machins, etc. C'est très bien, il faut évidemment l'avoir. Et puis au bout d'un moment, il faut comprendre que l'impact qu'on a, il est plus large que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas être juste à récupérer un ensemble de choses à faire de la part de gens qu'on définit, le produit doit se faire de telle façon. Il faut être dans la même salle. Il faut être dans la salle parce qu'en tant que dev, on a des choses à apporter, on a des options à apporter, on a une vision technologique à apporter qui vont influencer la façon dont on fait le produit. Et il faut être capable aussi de apporter des changements technologiques profonds dans une boîte. Et donc ça veut dire qu'il faut développer ses capacités de communication. Et c'est pas du management. Ouais. C'est pas du management au sens, on va gérer des gens un par un, on va faire des entretiens individuels, etc. Non. Mais par contre, dire qu'il n'y a pas de nécessité à savoir communiquer en tant que dev, ce serait faux, de mon point de vue. Parce que de mon point de vue, un dev, il doit à un moment être capable d'amener des changements profonds dans une organisation, changements technologiques, j'entends. Et donc, il faut des compétences pour ça. Qui sont pas dans VS Code. J'ai une vision, j'ai l'impression très simpliste de ça, qui est hard skills, soft skills. C'est-à-dire d'abord développer une expertise très forte, et puis ensuite être capable de la faire rayonner soit en faisant monter en compétences d'autres collaborateurs, ou effectivement de mesurer l'impact de ce qu'on fait sur la croissance de la boîte. Ça, je trouve que c'est important. Mais du coup, je regarderai ce schéma, ça m'intéresse beaucoup, parce que j'ai l'impression que c'est une version beaucoup plus... Enfin, c'est ce que je recherchais en fait. C'est quel est le parcours pour un développeur qui veut pas faire manager, et donner effectivement aux gens envie, et avec un vrai plan de carrière, de rester sur ce chemin là qui s'appelle contributeur individuel. Ok. Bon, et un conseil que je donnerais à peu près toutes les personnes aussi, quel que soit le niveau d'expertise, enfin le niveau d'expérience. Moi, j'aime beaucoup ce que tu disais juste avant sur le mentorat, etc. Je pourrais même élargir le sujet à faire partie, enfin, tu vois, aller dans des meet-up, être curieux, quoi, aller voir plein de gens, etc. Partager son propre savoir. Moi, j'utilise beaucoup le blog parce que je trouve que c'est quand même c'est moins dur quand même qu'une chaîne YouTube. Un blog, c'est quand même beaucoup plus facile à animer. Mais au-delà de ça, moi, je recommande beaucoup d'aller parler aux autres personnes de l'entreprise qui sont pas des devs. C'est quelque chose
Et c'est pas une question d'âge, hein. C'est pas que les gens au-delà d'un certain âge qui savent faire ça. En fait, ça, on devrait tous savoir le faire. Parce que on commence à comprendre aussi, il faut développer une certaine forme d'empathie avec soit ses utilisateurs, qui peuvent être à l'extérieur de l'entreprise, soit dans l'entreprise. Il faut comprendre un peu les métiers des autres. C'est au début, évidemment, d'abord, il faut apprendre son propre métier, mais en parallèle, c'est vraiment important de développer cette capacité à comprendre les autres métiers. Ouais. Donc ouais, ça je crois que tu le disais dans ta dernière vidéo, c'est les développeurs ils sont à leur place aujourd'hui, mais parce qu'ils ont aussi une part de responsabilité. Et je sais que la partie empathie, comprendre le métier des autres, moi ça m'a mis des années pour que ça fasse tilt, quoi. Parce que pendant les premières années, je me disais mais que font les gens qui codent pas dans une entreprise, c'est honteux, quoi. Ouais. Et puis en regardant, en fait, dans la plupart d'une boîte, enfin les boîtes, je sais pas, traditionnelles ou non tech, il y a moins de 20% d'ingénieurs généralement. Donc il y a quand même une majorité de gens qui font pas que du produit, il y a plein d'autres choses à faire dans une boîte. Et ça, ouais, c'est un tilt à avoir et un axe qu'on pourra avoir en tant que développeur. Ouais. Un pattern que j'aime pas voir dans l'entreprise, c'est quand les devs sont à part, soit parce qu'ils ont été mis à part, soit parce qu'ils se sont mis tout seuls à part, et que ils ont un discours très ouais, mais les sales ils comprennent rien, ouais, le marketing ils comprennent rien, ouais, mais telle équipe ils font n'importe quoi. Je déteste voir ce genre de pattern. Ça, en général, ça traduit un problème. Alors c'est pas lié que aux devs, mais ça peut être renforcé par les gens qui sont dans l'équipe de dev. Ouais. Non, mais ça peut être organisationnel aussi. Oui. Ouais, moi, la phrase que je préfère, c'est le marketing a changé d'avis. Parce que pour ceux qui ont fait du marketing, on fait que s'adapter en permanence aux besoins de l'utilisateur, etc. Donc c'est entre guillemets notre métier en tant que développeur d'être capable d'en permanence s'adapter aux nouveaux besoins. Donc c'est une phrase qui me fait rire à chaque fois, quoi. Le marketing a changé d'avis. Ouais. Moi, je dis rien n'est là pour 10 ans de toute façon, donc c'est normal. Moi, je dis souvent, un truc qui bouge pas, c'est mort. Ouais, dans le code, c'est très vrai, ouais, je pense. T'es obligé, tu fais que faire évoluer ta code base en permanence. Ok. Et ben pour terminer, peut-être, est-ce que tu peux nous dire un peu tes objectifs là à partir pour la suite, quoi. Pour donner un peu de contexte, tu as démissionné de Malte récemment et tu te lances dans une aventure de indie hacker. Ouais. Et puis voir comment on peut te soutenir dans cette démarche. Et ben voilà, exactement. Je me lance en tant qu'indie hacker, donc ça veut dire que je vais repartir sur des choses plus modestes. Je ne prétends pas remonter un deuxième Malte parce que ça prend une énergie incroyable. Mais donc j'ai des petits SaaS qui sont en cours de développement. Il y en a un qui est assez mature et qui devrait sortir cette semaine, je pense. Il y a également une chaîne YouTube que j'essaie d'animer. J'essaie de parler. C'est assez compliqué. J'ai pas encore bien trouvé mon thème, pour être honnête. Il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder. J'ai un peu peur de perdre un peu les personnes au passage. Mais donc voilà, entre ça et les différents SaaS que je vais créer, plus le blog que je vais continuer à maintenir, parce que je pense que ce que je dis sur le blog est différent de ce que je dis sur une chaîne YouTube. Je pense que c'est pas le même genre de contenu que tu vas avoir sur les deux. En tout cas, moi, c'est pas le même genre de contenu que je vais avoir sur les deux. Je rentrerai sans doute beaucoup plus dans le détail et je parlerai peut-être plus de stack technique, etc. quand j'irai sur le blog. Alors que sur les vidéos, je vais essayer de faire des choses peut-être un peu plus dans la perspective, tu vois, même j'ai envie de parler des fois de l'histoire de l'informatique, mais j'ai des sujets comme ça que j'ai envie de traiter. Non, mais c'est intéressant. Moi, j'ai fait une vidéo un peu sur l'histoire du code là, des 20 ou 30 dernières années. Et je m'attendais à ce que ça intéresse beaucoup moins de monde, mais en fait, si, les gens ont... C'est hyper intéressant, en fait. Je pense, ont envie de savoir mais d'où viennent tous ces langages, les ordinateurs, d'où vient tout ça. Et en fait, c'est très récent. Et ça peut intéresser du monde, je pense. Voilà. Donc voilà, et donc comment me soutenir, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce que je peux écrire et qui aiment bien l'écrit, évidemment, il y a le blog sur lequel il y a une newsletter sur laquelle on peut s'inscrire. Il y a
la chaîne YouTube. Il faut, Ouais. voilà, encore une fois, si le contenu vous intéresse, sinon c'est pas la peine, ça sert à rien. Mais si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Et puis voilà. Ok, super. Et ben écoute, je mettrai en lien en premier lien dans la description de la vidéo. Donc un lien vers ton blog pour ceux qui sont plus écrits, et puis un lien vers ta chaîne YouTube que tu as démarré récemment et qui, je pense, pourra intéresser beaucoup de monde. Parce que sur l'aspect code francophone, YouTube, etc., je pense que t'as un message qui pourra intéresser beaucoup de monde et qui sort un peu de ce qu'on peut voir actuellement. Donc voilà, j'espère que ça intéressera plein d'autres gens que moi aussi. Écoute, merci beaucoup. De même, hein, d'ailleurs, moi je connaissais ta chaîne avant, hein, avant que tu me contactes. J'avais déjà vu. D'ailleurs, j'ai vu que tu es passé de 30 à 45 000 abonnés là récemment, donc c'est pas mal. Je me trompe ou il y a eu comme ça un énorme uplift en quelque temps là? Je sais qu'il y a eu un cap à un moment où le moteur YouTube s'est emballé tout seul. Mais je sais. Ouais, si, c'est peut-être ça, ouais. En fait, Mais je suis pas trop derrière les analytics YouTube, etc. ouais, Moi, je mesure que la production, en fait, ce que j'appelle input et output. Donc, je mesure est-ce que j'ai fait une vidéo par semaine qui est intéressante. Et c'est tout. Et pour l'instant, j'ai pas d'autre ambition avec la chaîne que ça, donc voilà. non, mais en tout cas, j'aime bien la démarche parce que bon, j'ai vu que tu avais aussi fait d'autres choses, des formations, des trucs comme ça. J'aime bien la démarche parce que, comme je te disais, euh, je suis arrivé à une époque où il n'y avait pas autant d'échanges possibles, il n'y avait pas autant de ressources en ligne. Hmm. J'ai essayé de contribuer à ma mesure et j'essaie toujours de le faire. Moi, je trouve top que des gens qui continuent à faire ça. Je trouve que c'est très bien d'avoir en fait beaucoup plus de ressources disponibles quand on démarre ou quand on démarre pas d'ailleurs pour des gens un peu plus seniors. Euh, voilà, donc je trouve que toutes les personnes qui font cet effort-là, comme tu le fais, c'est vraiment excellent pour la communauté. Et je pense que ça fait partie. Tu vois, c'est plein de petits ruisseaux, et tu connais un peu le proverbe, les petits ruisseaux font les grandes rivières, etc. Mais n'empêche que c'est ça qui a fait que l'écosystème tech, il a grandi autant en maturité sur les 10-20 dernières années. C'est grâce à tous ces... Enfin, Internet d'abord, le support en lui-même, et après, c'est les gens qui ont contribué à donner du contenu comme ça. Donc voilà, cool. Ok, top. Ben, merci. Et puis, eh ben, écoute, on te souhaite le meilleur. Peut-être à bientôt. Et Ouais, puis, voilà. Merci. merci à toi. Salut. Salut.